Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je suis bel et bien Grace Gradimbi. Comme d'habitude, on a l'habitude de partager avec vous sur quelques questions d'actualité, aussi sur l'historique de notre pays dans cette émission Poléapolitique spéciale numéro. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le savez, quand je tiens ces books, vous savez qu'il y a des questions qui viennent de vous, bien sûr, que nous allons partager avec une grande dame. Comme vous le savez, je l'avais annoncé. Il s'agit bien de la porte-parole adjointe, la première d'ailleurs de l'histoire de notre pays, Madame Tina Salama, que je salue. Salut Madame Tina. Monsieur Grasse, bonjour. Comment vous allez? Bien, merci et vous-même. Goma. Alors Goma, c'était un passage obligé. Goma, c'était intéressant, important de passer par là. Je pense que la population a été très contente d'être avec le chef de l'État, qui a passé pratiquement un mois. Pas qu'à Goma, nous sommes allés dans le territoire du Nyiragongo, parce que le but, il faut le rappeler, c'était d'abord de consoler ou de compatir avec cette population sinistrée après l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 novembre. Mais après ça, il fallait également faire un bilan de l'état de siège. Vous savez que nous sommes en état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Il fallait bien évidemment voir comment ça se passait sur le terrain. Donc le chef d'État a tenu à aller là-bas, tout ça, mais également en Ituri, à Bunia. Et puis, enfin, et pas de moindre, la question sécuritaire, c'était une promesse. Il a dit à cette population-là qu'il viendrait rester avec elle pour vraiment voir de lui-même. Et essayer de résoudre tant soit peu cette misère ou ce que la population vit depuis très longtemps. D'accord, madame. Vous nous suivez depuis Lubumbashi sur Radio Héritage et puis vous nous suivez sur CBC TV, vous nous suivez aussi sur Media Business Télévision, vous nous suivez encore sur Safety TV. Merci pour votre confiance de continuer à regarder cette émission. Eh bien, madame, nous allons directement commencer avec les questions. J'avais déjà commencé, on peut continuer sur Goma. On peut directement continuer. Vous étiez parti pour prendre un peu, se rendre compte de ce qui se passe là-bas, ici sur l'état de siège. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'état de siège aujourd'hui après le passage du chef de l'État dans les deux provinces touchées par D'abord, il y a des choses que le rébellion. chef de l'État a remarquées de lui-même. Étant sur place, il a vu comment ça se passait, les opérations militaires. Et comme il a dit, parce qu'il s'est beaucoup exprimé depuis qu'il est dans le Nord Kivu, il a parlé, entre autres, de ces choses pas correctes, pas propres qui se passent dans l'armée. Mais comme on le dit, c'est qu'une partie, c'est vraiment des brebis galeuses, ce n'est pas toute l'armée. Et j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie médiatique, la dernière conférence, où il a dit vraiment s'il y a des vrais patriotes dans ce pays, ce sont ces militaires-là qui vont au front, qui sacrifient leur vie et tout ça. Et donc, ils voudraient vraiment améliorer leurs conditions. Alors, pour revenir à l'état de siège, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et ça, on n'arrêtera pas de le dire. Les gens veulent qu'on ait un coup de baguette magique, en 2-3 mouvements, en 2-3 jours, que les choses s'améliorent. Vous savez que cette zone est dans la sécurité depuis plus de 20 ans. Moi, je suis de là, je l'ai même dit dans mon livre, j'ai écrit un livre sur les guerres. Les guerres à l'est du pays, il y a toujours des tueries, des massacres après autant d'années. Donc le président Félix Tshisekedi est au pouvoir seulement depuis 2019, il y a à peine 2 ans. Donc on ne peut pas résoudre cette crise complexe qui a pris tant d'années, qui est assez enracinée, qui a des ramifications très très longues qu'on ne saurait dire ici. Et le faire en si peu de temps. Mais ce qui est important, c'est la volonté politique. Il a montré cette volonté politique. Ce qui est important, c'est cette cohésion nationale autour de cette question. Les gens ont suivi, les gens en avaient marre et tout le monde était d'accord qu'il fallait vraiment prendre des mesures importantes, mais vraiment des mesures comme l'état de siège. C'est ce que le chef d'État a fait. C'était vraiment une première, on va dire, d'en arriver là. Et donc, sur terrain, ça se passe plutôt bien. Et on demande vraiment aux médias de nous accompagner là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de redditions. Il y a beaucoup de redditions. Il y a des bastions de ces groupes armés qui ont été démantelés. Donc il faudrait vraiment qu'on mette la lumière sur ces petites victoires qui, à la longue, vont constituer
Grosse Alors, victoire. vous avez évoqué, vous venez d'évoquer la question sur le média doit vous accompagner sur cette question. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué, c'est une étude que nous avons essayé de faire, qu'aujourd'hui, le média semble être divisé. Chaque politique veut avoir ses propres médias. Et aujourd'hui, par exemple, le média quinoise, on déplore déjà que le chef de l'État n'a pas organisé une conférence de presse. Depuis cette conférence de presse est dernièrement ratée, ici à Kinshasa, jusqu'aujourd'hui, le chef de l'État, apparemment, il ne pense pas pour les journalistes quinois plutôt. Il est plus ailleurs, dans les provinces. Et quand il est là-bas, il a plus des journalistes RFI, France 24. Bah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que le chef de l'État, quand il est arrivé à Goma, moi je me souviens, c'était moi-même qui animais ce point de presse-là, il a parlé d'abord aux journalistes locaux. Et même les premières questions, nous avons tenu à ce que ce soit des médias locaux qui sont sur place à Goma. Donc les médias de Goma, de Bukavu et tout ça. Et à ceux de l'Ituri, il y avait quelques journalistes internationaux, mais on n'a même pas pris leurs questions. Donc après, il a pris des journalistes de Kinshasa. Pour les derniers points de presse, c'était Top Congo et RTNC. Et vous savez que quand on a fait ça, il y a quand même des gens qui se sont insurgés, qui ont dit, des journalistes on va dire, pourquoi ils ne pensent jamais à nous, journalistes des provinces. Donc vous savez, vous êtes de Kinshasa, vous dites, ah oui, il ne pense pas beaucoup à nous, il fait toujours ses points de presse là-bas à l'Est. Le 30 juin 2020, il avait tenu, non 2019, quand il revenait de Djougou, il a fait à Bunia, avec toute la presse conviée. C'est des journalistes d'ici et de là-bas. Il a tenu vraiment à leur accorder cette primeur-là. Et c'est son premier point de presse avec les médias locaux. C'était à Bunia. Ben, la deuxième, c'était après le 30 juin 2021. Il l'a fait avec des journalistes d'ici. Mais bon, le plus important, c'est que ce soit relayé. Et donc, tous les points de presse qu'il y a eu là-bas, en tout cas, c'était avec toute la presse conviée, que ce soit des médias de Kinshasa, que ce soit ceux des provinces ou des médias internationaux. Voilà. On parle de médias, de points de presse. Apparemment, Madame Tina, vous êtes porte-parole adjointe du chef de l'État. Le chef de l'État, dans ses sorties, il a tendance à répondre à cette question qu'il répond souvent. Je n'étais pas informé, je ne sais pas. Quel est le problème avec ça? Moi, je pense que nous sommes trop sur des choses futiles, nous sommes trop sur le buzz, nous sommes trop sur les polémiques, nous sommes sur des choses qui ne nous rapportent rien, qui ne nous avancent pas. Le chef de l'État, dans cette dernière sortie, a fait beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses très intéressantes, très importantes pour le pays. Quand il parle par exemple de la corruption, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller en tant que nation, c'est quelque chose qui devrait nous réveiller. Qu'on se dise que notre État est vraiment un problème et que nous tous en tant que citoyens, on a une responsabilité. Mais au lieu de ça, il y a des gens, des détracteurs politiques, on sait, on connaît leur mode opératoire, ils font tout pour noyer toutes les bonnes choses qui ont été faites, toutes les bonnes choses qui sont dites, écarter pour écarter l'opinion. Vous savez, l'opinion où la masse, on dit qu'elle n'a pas d'âme. Elle a l'âge d'un enfant de 5 ans ou 7 ans, c'est ce qu'on dit. Vous voyez ? Et donc, ils savent que s'ils mettent l'accent sur les polémiques, nous sommes une nation qui devrait peut-être penser à changer de mentalité et il ne faudrait pas que les gens le prennent mal. Parce que s'il y a des choses qui font les buzz, nous sommes tous accro dessus. Et même quand on vient rétablir la vérité, ou quand on veut parler de choses importantes, on a du mal à accepter, on a du mal à se ranger. Donc nous aimons quand ça ne va pas. Nous aimons quand ça fait parler de soi. Nous aimons ricaner, nous aimons rire. Mais quand c'est des choses vraiment importantes, en tant que nation, on doit se mettre ensemble, comme l'état de siège. On se dit, ce n'est pas un problème du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un problème. La corruption, ce n'est pas un problème du président Félix Tshisekedi. C'est des problèmes qui nous touchent, qui nous concernent tous en tant que nation, en tant que pays. Pour tous les gens, pour tous les citoyens qui veulent voir ce pays aller de l'avant, on devrait vraiment se réveiller et arrêter avec ces débats stériles. Alors quand il dit que je ne suis pas au courant, je ne savais pas, je pense qu'on a également un autre problème, il faudrait le dire ici. Apparemment, la communication avec le chef de l'État, il y a un problème parce que répondre sur la question posée par notre jeune élève qui avait posé, il a parlé de ce qui se passe là-bas. Le président dit que je n'ai pas cette information. Non, je pense que ça a été travesti. Le président n'a pas dit qu'il ne savait pas ce qui se passait à Béni. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas que des élèves dormaient à la Belle Étoile, à la mairie de Béni. Tout le monde savait. Parce que dans un de ses discours même, il disait, dites à ses enfants de rentrer chez eux. Je viendrai à Béni quand je pourrai venir à Béni. Et il a tenu promesse, il est venu à Béni. Ce que le président voulait dire par là, c'était de dire qu'on savait tous qu'il y avait quand même eu quelques bavures policières, mais il a vu une jeune fille. Nous tous, on était surpris, pendant que le président parlait, de voir une jeune fille qui avait le bras fracturé. Et c'est de ça dont il parlait. Il disait, je n'étais pas au courant
qu'il y avait des bavures qui sont arrivées jusque-là, où une petite fille a vu son bras cassé. Il a dit, je n'étais pas au courant de ça, et c'est même pour ça qu'il a tenu à ce que la jeune fille soit prise en charge à Kinshasa. Et aujourd'hui, elle est ici à Kinshasa, elle a été prise en charge avec son père, il est venu, et il y a des soins appropriés qui lui sont donnés. Donc je pense que les gens sont vraiment sur des amalgames, sur des petites nuances. Autre chose, c'est qu'on voudrait avoir un président normal. Pourquoi ça nous pose problème? C'est peut-être parce qu'on n'a pas cette culture-là. C'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué à avoir un président qui s'exprime, qui dit les choses telles qu'elles sont, qui dit la vérité, qui est sincère, qui est humain. On avait l'habitude d'avoir des présidents pas accessibles, qu'on voyait mais vraiment de très loin. Un président de la République qu'on ne savait approcher. On ne savait pas s'y penser. Il y a toujours des gens qui parlaient pour lui, autour de lui, mais lui-même très peu. Mobutu parlait, et je pense qu'après Mobutu, on a quand même du mal. Laurent Désiré Kabila, il avait ses sorties médiatiques, mais sans plus. C'est bien calculé. On a eu Joseph Kabila, qui lui préférait, c'est une façon, hein, chacun a sa façon. On ne dit pas que ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est sa façon. Joseph Kabila ne voulait pas trop s'exprimer. On l'appelait le taiseux. Vous avez le président Félix Tshisekedi, qui veut parler à son peuple, qui veut être accessible, qui veut vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il pense être juste. Vous dites, ah ben non, il communique trop. Je pense qu'à un moment, il faut savoir quand même ce qu'on veut. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Le président, pendant sa sortie, il a essayé de parler sur la question de la justice. D'abord, il avait commencé, il a parlé de notre armée qui est infiltrée, et il a parlé de la justice qui a un peu de raté dans cette justice, apparemment. Lui-même qui est l'auteur des nominations de ces juges-là. Après, revenir pour parler de Vital Kamerhe comme correct et juste, ça semble un peu fragiliser la justice, madame. Eh bien non, pas du tout. Est-ce que vous, pour revenir à l'armée, c'est un secret de polichinelle, vous ne saviez pas, vous n'aviez jamais entendu qu'il y avait des choses pas correctes qui se passaient dans notre armée? On l'a entendu, on a voilà, même arrêté. Il y a même eu des rapports, il y a même eu arrêté des arrestations et tout ça. Donc il a juste dit tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Et ça, c'était parce qu'on lui demandait de faire le bilan. C'était son bilan. Après sa visite en Ituri, après sa visite au Nord Kivu, comment ça se passait, l'état de siège et tout ça, l'armée. Mais après, il a dit des très bonnes choses sur l'armée, que c'est une armée très patriotique, qui va vraiment faire tout ce qu'il peut pour améliorer les conditions de cette armée-là. Donc il n'a pas jeté notre armée en pâture. Il n'a pas jeté en pâture. Donc ça veut dire qu'il veut leur dire, nous comptons sur vous. Nous savons que vous faites des sacrifices. Nous savons également qu'il y a des choses pas bien. Nous savons que parmi vous, il y a des brebis galeuses. Heureusement, comme il a dit, ils sont pas nombreux. Mais voilà, donc le pays compte vraiment sur cette armée-là. Et donc vous voyez même, il y a beaucoup de campagnes en ce moment sur Bendele Kouyaté, soutenons nos frères RDC et tout ça. Donc ce n'est pas lui qui viendrait démoraliser les troupes qui sont au front. Non, vraiment, il fait confiance entre armées, mais cela n'empêche pas de dire quand même ce qui ne va pas. Concernant la justice, vous parlez de Vital Kamerhe. Alors, le président ne peut pas interférer dans la justice. Lui, c'est le garant des institutions. Il est aussi le magistrat suprême. C'est le magistrat suprême. Est-ce que cela fait à ce que notre justice soit, fonctionne vraiment comme il se doit? Non, pas encore. Il y a beaucoup de réformes de la justice qu'on est en train d'entreprendre, qui sont sur les chemins qui vont peut-être changer les choses. Ce n'est pas encore ça. Donc faire un état de lieu, se dire que voilà ce que nous voulons, voilà où est-ce que nous voulons aller, mais nous sommes encore là. Reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire, est-ce mauvais? Est-ce que vous ne savez pas que la justice, ce n'est pas encore ce qu'un pays grand comme la RDC rêverait d'avoir? Nous sommes d'accord. Donc c'est tout simplement ça qu'il a voulu dire. Alors il parle de Vital Kamerhe en tant que personne. En tant que personne, il reconnaît les qualités. En tant qu'ami, ils ont cheminé ensemble jusqu'aux élections. Donc il a fréquenté Vital Kamerhe. Et donc il dit, voilà, moi, de ce que je connais de Vital, il est comme ci, comme ça. Ça ne remet en rien en cause la justice. Il n'a pas dit que Vital Kamerhe est coupable. Il n'a pas dit que Vital Kamerhe est pour autant innocent. Il a dit, moi, je pense qu'il est comme ci, comme ça. Mais pour le reste, ça ne le regarde pas. Il n'a jamais... Il dit, vous me demandez alors d'interférer dans la justice. Je ne le ferai pas. C'est contre mes principes. Et ça, les gens ne veulent pas en parler. Si, moi, je donne toujours cet exemple-là. Si aujourd'hui, moi, je vous dis que j'aime beaucoup Jean-Pierre Bemba. Je trouve que Jean-Pierre Bemba, c'est un homme sérieux, c'est un homme qui a de la carrure. Vous allez me dire, madame, vous n'avez pas le droit de dire ça parce qu'il a fait la prison. Il a fait 10 ans à la CPI.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si je dis que Laurent Gbagbo, qui est venu ici, je l'ai rencontré, mais il me convainc, je le trouve bien. Est-ce à dire que ça efface ces années, ces pays, ce qui lui a été reproché, qu'il soit coupable ou pas? Donc les gens font beaucoup d'amalgames. On lit des choses qui ne sont pas vraiment liées. Il a parlé de Vital Kamerhe en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qu'il connaît, pas Vital Kamerhe en tant que celui qui est poursuivi par la justice. Voilà, si j'aimerais encore revenir un peu avant de prendre le dossier sur la vaccination. Le chef de l'État, il a signé des accords avec le Rwanda. Ce sont des choses qui font parler aujourd'hui beaucoup de monde, que ce soit de la diaspora aujourd'hui. On a un problème, on se pose des questions. Les sorties que le chef de l'État a voyagé pour chercher des entrepreneurs, tout ça, il nous ramène aujourd'hui le Rwanda qui ont fait souffrir nos frères à Béni. À Béni, vous avez des preuves que le Rwanda fait souffrir la population? Mais selon, si on parle selon les ADF, le rapport, tous les groupes armés sont rwandais. Si on parle selon le rapport de... Vous savez combien de groupes armés nous avons dans la partie est du pays? Il y en a Ils sont combien? très nombreux. Aujourd'hui, on parle de 40, mais il n'y a pas si longtemps, c'était plus de 120. Plus de 120, oui, oui. Absolument. Alors aujourd'hui, on fait l'amitié, on oublie le passé. Est-ce que nous avons essayé la haine, nous avons essayé la méfiance, nous avons même essayé, je crois, la guerre à un moment. Nous avons tout essayé de péjoratif, de négatif. Ça nous a rapporté quoi? Est-ce qu'on est plus avancé? Non, non. Toute la haine qu'on peut aujourd'hui avoir envers les Rwandais, ça a changé quelque chose dans leur vécu, dans leur... à ce que nos minerais puissent transiter par là? Eh bien non. Alors aujourd'hui, on se dit, ok, essayons autre chose. Lui, il est président de l'Union africaine. Donc il est là aussi pour résoudre les conflits. Vous avez vu, pour les conflits du barrage de la Renaissance, vous avez vu 3 pays autour de lui ici, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Ils sont tous venus ici. Le président somalien est venu ici. On a tout le temps des pays africains qui Même viennent, Tchad, le Tchad et tout ça. Il a même été jusqu'au Tchad et tout le monde attendait son discours en tant que président en exercice de l'Union africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend des solutions. Ça veut dire qu'on attend le dialogue, la négociation. C'est ce que l'Union africaine, l'UA, prône. C'est ce que les Nations unies prônent. C'est la négociation, c'est la paix, c'est la discussion autour d'une table. Ce n'est pas la guerre. La guerre devrait être mais vraiment une dernière option. Ce n'est pas la première. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas entrer en guerre avec le Rwanda. Le Rwanda sera notre voisin éternellement. On ne peut pas aujourd'hui déplacer le Rwanda. Voilà, pendant des générations, on sera toujours voisin ou le Rwanda sera voisin. La RDC comme tous nos autres, les 8 autres pays voisins. Donc autant mieux essayer autre chose. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de minéraux qui passent, mais de manière illégale, par fraude et tout ça. Pourquoi ne pas officialiser tout ça? Ça nous profiterait. C'est ce que les gens ne savent pas. D'accord. Si on le faisait de manière officielle, légale, on évite la double taxation et tout ce qui a été fait. Ça nous profiterait vraiment beaucoup. Et puis, les gens quand même font également, encore une fois, des amalgames. Le président de la République ne signe pas des MOU, il ne signe pas des accords. Ça a été fait entre les ministres et entre des sociétés. Ce n'est pas concerné, je veux dire, ce n'est pas le chef de l'État. Il était juste là. Il y avait Paul Kagame qui est venu, le président rwandais, pour voir ce qui s'est passé ici, notamment avec l'éruption du volcan et tout ça. Et donc, c'est toute la cérémonie qui a suivi. D'accord. On va parler un peu de la vaccination, Madame Tina. Vous êtes fait vacciner? Vous êtes fait pas vacciner encore, ou on vous a voulez dit que juste c'était... des polémiques? Non, non, je ne cherche pas de polémique. Vous avez envie de vous faire vacciner? Moi, je me disais que j'ai vraiment envie de me faire vacciner. J'ai vraiment envie de... D'ailleurs, j'étais presque pour me faire vacciner, mais ce qui m'a un peu refroidi, qui a un peu baissé cette chaleur que j'avais d'aller me faire vacciner. C'est les propos du chef de l'État? Oui. Madame, là, moi, je me suis vu, Madame Tina, je me suis vu comme si j'étais à l'église et mon pasteur me dit que l'histoire de Jésus-Christ, là, je ne le trouve pas claire. Alors, oui, vas-y. Donc, vous comprenez déjà que, comme lui-même, le président lui-même prétend être le père de la nation, comme il avait dit à Béni, dire ça, ce n'est pas fragiliser pendant le moment où nous sommes entrés, nous sommes dans cette campagne de vaccination. Le président dire que je n'ai pas confiance à ces vaccins. Très bien, là déjà vous changez. Vous dites que le président a parlé d'un vaccin, il n'a pas parlé de la vaccination. Le chef de l'État n'a pas remis en cause le processus de vaccination, mais plutôt un vaccin. Et il a le droit. Il y a 3 choses sur tous les vaccins anti-Covid. C'est le choix, d'avoir le choix. On devrait pouvoir tous avoir le choix. Se dire, je choisis le russe, chinois, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, tout ce qu'on veut. Mais d'accord.
si on a le choix. Il y a autre chose, c'est pas obligatoire. Oui. Pas obligatoire. Et troisièmement, c'est gratuit. Donc n'oubliez jamais ces trois principes pour tous les vaccins anti-Covid. Alors vous avez dit, si votre pasteur vous dit que Jésus-Christ et tout ça, vous allez... Le salut, il est individuel, Oui. n'oubliez pas. Si vous devez aller au ciel, si votre but en tant que chrétien, quand vous fréquentez l'église, c'est d'aller au ciel, vous irez au ciel tout seul. Pas avec votre père, pas avec votre mère, pas avec votre pasteur, encore moins. Autre chose, c'est que si aujourd'hui, vous attrapez le Covid, si par malchance, vous avez la comorbidité, d'autres maladies qui, associées au Covid, sont fatales, vous allez mourir seul. Vous n'allez pas mourir avec le chef d'État, vous n'allez pas mourir avec votre père ou avec votre mère, vous allez mourir seul. Et ce sont vos proches qui vont pleurer. C'est pour dire qu'il en va d'abord, au-delà de tout, d'une responsabilité individuelle. Les gens oublient ça. Il en va d'une responsabilité individuelle. C'est pour ça qu'on dit que le vaccin, il n'est pas obligatoire. Donc chacun devrait pouvoir dire, moi je me fais vacciner ou pas. C'est le président qui avait accepté Alors, que nous deuxième puissions avoir chose, ces vaccins. maintenant madame. parlant du chef de l'État, en tant que garant des institutions, en tant que chef de l'État, là maintenant nous parlons de la santé publique. Nous sommes d'accord. On devrait pousser les plus des gens possibles à se faire vacciner pour espérer atteindre une immunité collective, pour espérer qu'il y ait moins des morts, pour sauver la population. C'est de la responsabilité du chef de l'État également. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prises, notamment pour empêcher la propagation. Quand on fait les couvre-feux, mais c'est pour ça. Quand on vous dit que dans vos églises, quand vous y allez, si vous vous réunissez à 10 000, allez au moins à 3 000, espacez-vous, portez vos masques. Vous voyez tout ça, c'est pour vous protéger. Maintenant pour la vaccination, parce qu'on nous dit qu'il faut passer par là, parce qu'il y a les variants, parce que au moins même quand on est contaminé, on a moins de risques. Je sais déjà qu'est-ce qu'il a dit. Nous avons reçu AstraZeneca. AstraZeneca est un don. Ce n'est pas un achat du gouvernement congolais. Ce n'est pas que dans tous les lots des vaccins, le président de la République a dit « moi je choisis AstraZeneca ». Non, c'est dans le cadre du COVAX. COVAX, c'est un mécanisme des Nations Unies qui donne des vaccins aux pays pauvres, on va dire, défavorisés. Parce que les vaccins coûtent cher, vous voyez. Donc tous les pays riches, quand il y a eu ces vaccins, ils ont acheté pour leur population et tout ça, pour leurs dirigeants. Et donc à un moment, COVAX a dit « écoutez, si il n'y a que ces pays riches qui ont accès aux vaccins, on va se retrouver avec peut-être l'Europe qui est très vaccinée, l'Amérique qui est vaccinée et l'Afrique qui sera comme un îlot isolé, pas vacciné, mais comme il y a des mouvements de population, des mouvements migratoires, c'est qu'à un moment, ils peuvent recontaminer les autres. On ne peut pas laisser, on doit pouvoir gérer ça de manière équitable. Donc tous ces pays qui ne peuvent pas s'en procurer, nous on donne. Alors qu'est-ce qu'on donne? AstraZeneca. Vous connaissez l'historique sur AstraZeneca? AstraZeneca a été rejeté par beaucoup de pays. Beaucoup de pays, oui. AstraZeneca, quand c'est arrivé ici, comme don, j'insiste là-dessus, il y a eu cette controverse qui avait des thromboses, qui avait des décès après la vaccination, que c'était mieux pour les personnes âgées. Et donc, beaucoup de pays européens ont suspendu AstraZeneca. Oui. Surtout les pays scandinaves. Et pendant ce temps-là, je me rappelle, ici au Congo, nous avions déjà reçu ces lots de AstraZeneca. Le ministre de l'époque a également suspendu la vaccination. Vous vous souvenez? Oui. Exactement. Ça, les gens oublient. On a dit, on attend d'abord. Et les gens ont dit, non, nous, on ne va pas se faire vacciner par AstraZeneca, parce que si l'Europe rejette, c'est compliqué. Et puis à un moment, il y a des pays quand même qui ont commencé à dire, ok, on accepte, ça va. Mais il y a des pays qui ont dit définitivement, nous, on ne veut pas, on va prendre autre chose. D'autres ont accepté. Voilà, bref, nous, ici, on a commencé la vaccination. Le chef d'État était le premier à partir visiter à Kinkole, là où on a stocké quand c'était arrivé, avec la dame qui travaille au programme élargi de vaccination. Donc il a vraiment dit, je vous soutiens, je vous encourage. Mais lui, en tant que personne, on lui accorde le droit d'avoir ses opinions personnelles. Lui, il a dit, bon, AstraZeneca, j'observe d'abord. D'accord? Tout comme moi, je me suis dit, j'attends un peu. Moi, je veux me faire vacciner, je crois en la vaccination. Mais je me dis, j'aimerais vraiment pouvoir avoir le choix. Je n'aimerais pas être cantonné dans un seul vaccin. Voilà. Et donc, c'est ça tout simplement que le chef d'État a voulu dire. Et il a rappelé l'historique juste de AstraZeneca. Il a dit, n'oubliez pas qu'il y a des pays quand même qui ont refusé, n'oubliez pas. Alors lui, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il veut plutôt promouvoir les vaccins africains. Et il a dit, il a rencontré plusieurs fois
ceux qui travaillent au CDC. Vous savez, c'est une agence de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, à l'Union africaine notamment. Et ils sont en train de se battre pour qu'on puisse, pourquoi pas, avoir des brevets pour faire des vaccins africains. Il a même dit, encore une fois, au Forum de Paris. Et ça, les gens oublient, ça, les gens ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent même pas qu'on écoute. Ils ne veulent même pas qu'on puisse en parler. Ils disent seulement les présidents refusent les vaccins. Ils ne refusent pas les vaccins. Il va se faire vacciner. Je vous garantis que le chef de l'État va se faire vacciner. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a pu quand même commander d'autres vaccins. Donc il y a des lots qui arrivent, on nous parle des vaccins russes, chinois peut-être, et je ne sais pas, Johnson & Johnson. Donc ceux qui peuvent choisir, choisiront. D'accord. Voilà. Donc c'est un faux débat encore une fois. J'insiste. C'est mieux d'éclaircir l'opinion, comme ça, c'est très beau. On va essayer de parler avec les coups, moi j'appelle ça les coups sûrs, les coups durs du président de la République. Il nous a épaté avec votre nomination comme porte-parole adjointe pour la première fois. Il nous a épaté encore avec la nomination pour une première fois, pas sa nomination, mais pour une première fois d'avoir une présidente de l'Assemblée nationale. Il nous a encore épaté avec, pour la première fois encore, dire Kaba du président de la République. Voilà, encore, on a à la BCC une dame. J'aimerais savoir en fait, c'est quoi qui pousse le chef de l'État à faire un peu promouvoir cette... Écoutez, ça veut dire tout simplement qu'il est sensible sur ces questions liées au genre. Ça veut dire qu'il a fait de la promotion du genre son cheval de bataille. Et là, on va dire en tout cas que ce n'est pas une sorte de théorie. Il est vraiment passé à des choses concrètes et ça on peut le voir. Donc vous êtes en train de parler de première fois, et je pense qu'on va continuer avec le première fois. On va le dire assez souvent dans ce mandat. On dira c'est la première fois qu'il y a une femme gouverneur de la BCC, c'est la première fois qu'on a une femme quand même présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'on a une femme ministre des Mines. Et le vice-premier ministre aussi, on a des ministre VPN, des Affaires étrangères. Voilà, Affaires étrangères, il a confié ça à une femme. Et ça va continuer. On aura des femmes... Premier ministre. On aura des femmes Premier ministre, pourquoi pas, il a dit. Il a même dit, il est allé plus loin. Il a dit qu'après son mandat, il voudrait voir une femme à la tête de ce pays. Mais quel président a déjà dit ça? Maintenant, quelle femme, c'est pas à lui de déterminer. Quelle femme, c'est maintenant aux femmes d'être ambitieuses en politique. C'est aux femmes d'afficher leurs ambitions, d'aller plus loin, de se battre. Maintenant, il faudra se battre. On ne viendra pas vous nommer président. Il faudra être dans un parti, il faudra être engagé, suivre le processus. Donc, je pense que c'est une ferme volonté. C'est une ferme volonté. Et il y a vraiment cette politique qui est mise en place, qui est enclenchée avec lui, de faire la promotion de l'agence féminine. Je vous avais posé cette question l'autre fois qu'on était en interview. Déjà, Madame la présidente de l'Assemblée nationale honoraire, Madame, ce qui s'est passé avec elle, ça a un peu dérangé une grande partie de la population par sa gestion. On a eu la ministre de l'économie, sa gestion qui a dérangé aussi. Est-ce qu'on peut croire cette fois-ci à la BCC? Parce que cette nomination aussi, ça a créé déjà des tiraillements politiques. Il y a des gens qui s'attendaient à ça, mais le président, c'est dans ses habitudes de surprendre la population. Est-ce que cette fois-ci, on peut croire à cette dame? Est-ce que vous avez vu le profil de Madame la gouverneure de la Banque centrale, C'est une dame de fer. Voilà, absolument. Non seulement une dame de fer. Une dame de fer, c'est sur le plan caractériel, mais sur les plans parcours professionnel académique, comme quelqu'un a dit, c'est du béton. C'est du solide. béton, c'est du fer. Voilà. Donc c'est une femme qui a plus de 30 ans d'expérience au FMI, au sein d'une institution financière, mais vraiment de grande portée. C'est une femme qui a eu des postes et fonctions très très importants et techniques également. Elle a donné cours, je ne sais pas si vous le saviez, elle a donné cours à l'Institut de formation du FMI. Elle a occupé des postes très importants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été au Bénin, en Afrique centrale également, au Cameroun, où elle a été chef de mission. Non seulement chef de mission, mais également représentante présidente. Donc c'est vraiment des fonctions de haut niveau. Et puis elle a un parcours académique qui est très très intéressant. Elle a une licence en économie à l'ULB, elle a une maîtrise. Donc côté compétences,
il n'y a rien à lui reprocher. Alors, maintenant vous me dites, est-ce qu'elle ne va pas nous décevoir comme d'autres femmes qui sont passées avant elle? Ben, écoutez, pourquoi quand c'est une femme, on veut toujours tout de suite qu'elle soit parfaite? Pourquoi quand c'est une femme, tout de suite on doute? On se dit, est-ce qu'elle va y arriver? Quand on a nommé, voilà, les ministres qui sont là par exemple, pourquoi on ne se pose pas les mêmes questions? Pourquoi on ne dit pas, ah oui, nous avons quand même un problème dans les secteurs du tourisme en RDC. On espère qu'avec ce ministre qui est là, les choses vont changer. En plus, c'était un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand c'est une femme, tout le temps on dit, est-ce qu'elle va arriver? C'est une femme, est-ce qu'elle va y arriver? Même avec un si beau profil comme celui de Mme Abedi Mbouyi, il y a quand même des gens qui doutent, qui se disent, est-ce qu'elle va y arriver? Pourquoi? Pour dire que quand on est femme, on ne peut pas y arriver? Mme Abunda, vous m'en parlez tout le temps, vous me dites, elle a déçu. Écoutez, ça reste un humain. Si dans sa gestion, si lors de son passage à l'Assemblée nationale, il n'a pas convaincu, est-ce qu'elle est moins femme compétente? Non, elle a aussi un beau parcours, elle a des beaux diplômes. Peut-être que c'était le système qui était en place. Je ne vais pas mettre à défendre Mme Abunda, ni Mme Akassia, qui était ministre de l'économie. Mais voilà, donc je veux dire que nous tous, dans nos parcours professionnels, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on fait des choses qui nous épatent, qui profitent à un grand nombre. Il y a des moments où ça ne marche pas, qu'on soit les meilleurs dans notre domaine ou pas. Voilà. Donc je pense que Madame de la Banque centrale va vraiment y arriver. Et à toutes les autres femmes qui sont là, qu'on arrête de nous mettre sur des clichés, de nous dire « Vous êtes des femmes, est-ce que ça va aller ?» Ça va aller. D'accord. Si pour un peu chuter sur cette question, apparemment on a dit que derrière chaque action, il y a un esprit qui est derrière. Quel est l'esprit du chef de l'État dans cette démarche de promouvoir la femme congolaise? Réduire les inégalités tout simplement. Réduire les inégalités. Donc c'est une injustice qui était là et il faut vraiment changer les choses. Il faut changer la donne. Et donc c'est heureusement que c'est avec lui que les choses commencent à changer. Et donc aujourd'hui, personne ne peut plus dire le contraire. Tout le monde a vu la volonté ferme du président de la République de pouvoir changer le narratif, comme dirait le ministre hier. Il faut vraiment qu'on puisse avoir d'autres histoires à raconter, mais des belles histoires cette fois-ci. Si par le passé on a eu, je ne sais pas, que 9% dans le gouvernement, si on n'a jamais eu des femmes à occuper des postes importants, eh ben nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, les choses changent. L'histoire du Congo change. Plus tard, nos enfants raconteront que c'était en 2019 avec le président Félix Tshisekedi qui a eu une femme gouverneure à la BCC, qui a eu une femme porte-parole à la présidence, qui a eu une femme ministre des Mines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il veut vraiment poser des bases solides pour la suite. Voilà. Pour finir, je peux lancer un message pour cette femme congolaise et pour nos jeunes femmes congolaises qui croient encore, qui sont encore réduites dans les histoires de famille, les histoires traditionnelles. On est jeune, on va se marier, rester à la maison, garder les enfants. Un message que tu peux lancer. Écoutez, c'est dommage, mais chacune est libre. On ne peut pas dire à toutes les femmes, écoutez, laissez vos ménages, laissez le mariage, vos enfants, venez, soyez ambitieuses, engagez-vous en politique. C'est comme on le sent. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas moins que celle qui décide de changer les choses. Voilà. Donc chacune a une façon de faire, de voir les choses. Celles qui sont ménagères aussi, c'est un rôle et c'est important pour la société. On ne va pas minimiser ni catégoriser, mais seulement que je dis, les choses sont vraiment en train de changer et ça va à une telle vitesse. Le Congo se conjugue au féminin. On a besoin de vous. Nous sommes dans un monde du leadership féminin. C'est vraiment le moment. Comme on dit en anglais, next is now. C'est maintenant qu'il faut vous lever les femmes. C'est maintenant qu'il faut faire des grandes études. C'est maintenant qu'il faut vraiment vous parer, qu'il faut avoir tout ce qu'il faut parce qu'on a besoin de vous. La nation a besoin de vous. Voilà, merci. C'était un plaisir de partager avec vous ce moment. Et merci à vous. Je vous dis à la prochaine. À bientôt, Monsieur Grasse. Merci beaucoup. Merci. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine,
élu président de la République démocratique du Congo.